ça va? Est-ce que c'est en tant que femme ou est-ce que c'est en tant que moi? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? La relation homme-femme, avec mon mari. Est-ce qu'il y a un truc encore aujourd'hui en tant qu'homme dont tu te sens empêché? De ce congé paternité dépend tellement de choses. C'est marrant comment vous enlevez votre pull, vous les hommes. Sur l'oreiller, c'est un podcast pour parler des relations hommes-femmes, des questions d'identité, de genre, de polarité masculine et féminine. Parler des idées reçues pour sortir des schémas binaires. Tendre vers des relations plus douces, plus justes et surtout plus vraies. Derrière mon micro, vous écouterez des anonymes, des personnalités et des experts. Nous allons démêler toutes les pelotes de laine du féminin masculin. Je suis Caroline Loisel. Soyez les bienvenus sur mon podcast, Sur l'oreiller. Bonjour Bertrand. Bonjour Caroline. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation sur l'oreiller. On va aborder les sujets de rapport à son masculin, à son féminin, à ce qu'on ressent en tant qu'homme, en tous les cas pour ta part. Si je commençais de but en blanc par cette fameuse question, qu'est-ce que pour toi être un homme? Sur un plan éducationnel, ça a beaucoup été ne pas être une femme. Et ça reste un voyage, ça reste un chemin. Encore aujourd'hui, je ne crois pas pouvoir répondre à la question de manière définitive parce que je pense être d'une génération qui a été la plus en rupture avec ce qu'on nous a dit qu'on ne devait pas être puisqu'on était un garçon, en tout cas dans la jeunesse. Je crois que ce qui me définit aujourd'hui, c'est un assemblage de différents rôles. J'ai un rôle de père, même si mes enfants sont grands, ce rôle il va rester. J'ai un rôle de mari, j'ai un rôle de dirigeant d'entreprise, et tous ces rôles s'additionnent. Ils sont pas forcément masculins, mais je pense qu'ils ont une coloration masculine. D'ailleurs, j'aurais pu dire un rôle de parent, et il se trouve que je suis un homme, donc on appelle ça un père. J'ai un rôle de mari, il se trouve que je suis un homme, donc on appelle ça un mari. Mais tous ces rôles-là se définissent quand même, ont une coloration du fait que je suis un homme qui vient de ce que j'ai reçu en éducation et de ce que j'en ai fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est la première fois que j'entends effectivement le fait de se définir par un opposé. En tous les cas, c'est l'éducation que tu as reçue. Pour qu'on aille un peu plus dans les détails, ça s'est exprimé de quelle façon? Ce n'était pas une façon négative en disant puisque tu n'es pas l'autre, tu es mieux. C'était pas une gradation, c'était pas une hiérarchie, c'était défini comme une différence. Et sans forcément avoir besoin de mettre une hiérarchie entre un homme et une femme. Mais moi, ce qu'on m'a transmis, sans forcément toujours d'ailleurs le déclarer, c'est des comportements à avoir et d'autres à ne pas avoir. C'est-à-dire que de préférence, un garçon, ça ne pleure pas. De préférence, un garçon, s'il a mal, il prend sur lui et puis il enchaîne, il continue. De préférence, un garçon, ça ne porte pas du rose. Ça ne se parfume pas. Et ça voulait pas dire que c'est pas bien de se parfumer, parce qu'au contraire, on aime que les femmes se parfument. Mais non, les garçons, non, c'est quand même pas génial. Donc il y a forcément une forme de hiérarchie, puisque si c'est pas bien pour un garçon et que c'est acceptable pour les filles, si les garçons le font, ça en fait des moins bons garçons ou des moins bons hommes futurs. Je l'ai jamais ressenti comme quelque chose de négatif, mais vraiment comme un grand fossé. Est-ce que tu avais des sœurs? Alors non, je n'ai eu que des frères et ma mère n'a eu que des garçons. Donc ça, je pense que ça a défini un environnement masculin pendant très très longtemps. Et c'est une éducation que tu recevais à la fois de tes deux parents? Ils étaient en harmonie sur ce sujet? J'ai besoin de réfléchir pour répondre à la question, de me remémorer des souvenirs. Je pense que oui, du fait de l'histoire de ma mère, n'ayant eu elle-même que des garçons. En revanche,
tout ce que on a pu, je dis on parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont eu le même type d'éducation, ou mes frères, tout ce qu'on a déconstruit, ça n'a jamais été mal perçu. Et donc, l'évolution de, on va dire, ma génération, si tant est que ce soit générationnel, elle a aussi été comprise, en l'occurrence par mon père. Je me souviens très bien qu'un jour, il a fini par accepter que oui, on aimait bien aussi s'acheter des habits, alors que lui n'a jamais aimé ça, et que quand on allait en soirée ou quand on allait retrouver des copains et des copines, on mettait du parfum. Et au début, ça l'a choqué, et puis maintenant, ça le choque plus du tout. D'ailleurs, il a fini par en mettre, d'après, si je m'en souviens. Donc, aujourd'hui, ma mère est très fière que il y a dans nos couples respectifs, il y a un équilibre des tâches, par exemple. Mais tout en nous disant, dans ma génération, et pour votre père, ça se faisait pas. Et à quel moment tu as conscientisé que tu avais été éduqué de cette façon ? Et que ça avait eu une influence. À l'adolescence. Parce que c'est parce que j'ai commencé à faire certaines choses ou à me comporter d'une certaine manière que je recevais ça. C'est-à-dire que j'ai pas le souvenir qu'on m'ait dit tu seras comme ça. C'était pas quelque chose qui était dit pour un futur. C'était des choses qui étaient dites en réaction à une manière d'être ou à des choses que je faisais. Et donc ou des réactions que je pouvais avoir. Et donc, étant d'un naturel extrêmement sensible, émotif, je pense que même auprès de mes pairs, j'étais capable de pleurer plus facilement que la moyenne, d'être très romantique. J'écrivais dès l'adolescence des kilomètres de poésie. Ça collait pas. Et donc, puisque ça collait pas, entre guillemets, forcément, j'en ai pris conscience. Parce que du coup, à ce moment-là, déjà, tu t'es senti empêché de pouvoir être qui tu pensais être ? Ou tu pouvais quand même exprimer cette partie, malgré tout, sauf mettre du parfum ? Je pouvais l'exprimer, mais je sentais aux réactions que ça venait heurter une tradition. D'accord. T'as eu des enfants ? Oui. Des garçons et des filles ? Les deux. Les deux. Comment ça s'est passé entre, du coup, les grands-parents et les petits-enfants ? Très bien. Est-ce qu'il y a eu des points, justement, de leur éducation qui se sont aussi retrouvés 20 ans ou 30 ans après par rapport à certains gestes ou certaines remarques par rapport à votre éducation ? Ça s'est retrouvé dans notre manière d'être parents. Et donc, on a eu des années, toute une série de comparaisons entre ce que nous, on faisait et ce que faisaient ou ne faisaient pas les parents. Et sur tous les plans, il y a quelque chose que tout le monde fait, et que je ferai sans doute aussi. On va dire, il y a l'effet boomer, c'est-à-dire, de notre temps, on n'avait pas ci, ça. Donc, tu as toute la liste de tout ce qu'on fait en tant que parents et que nos parents ne faisaient pas, sur les aspects sécuritaires, sur les aspects de précaution, sur les aspects, etc. Bon, ok, ça, c'est, à la limite, c'est pas forcément lié au masculin ou au féminin. C'est plus lié à des choses qui sont apparues dans nos générations. Exactement. Quoi. Et il y en aura d'autres quand mes enfants, s'ils ont des enfants, je ferai ou pas les remarques d'ailleurs, mais en tout cas, je me les ferai sans doute en disant, c'est quand même dingue à notre époque, etc. Bon. Et si on met ça de côté, il y a eu quand même beaucoup d'échanges autour de ce que moi, en tant que père, je faisais, y compris des choses que ma mère avait toujours voulu que l'on fasse, mais qui ont été des choses qui ont été remarquées comme n'ayant pas été celles qu'a pu faire mon père. Et donc, des remarques de type je vois que tu donnes le bain à ta fille, je pense que ton père vous a jamais donné un bain. Et ça sur x10, x100, sur plein de sujets. Et c'est intéressant parce que d'une part, je pense que c'est faux. Donc, tu penses que... Oui, je pense que c'est faux. Okay. T'as vérifié auprès de ton papa ?
Oui, bah lui, il dit que c'est faux, mais on n'était pas. Enfin, il dit que c'est faux, que bien sûr que si. Enfin voilà, donc s'ensuit une discussion qui n'a aucun intérêt, mais je pense que c'est faux au sens général. C'est-à-dire peut-être que oui, le bain en particulier ou je ne sais trop quoi. Mais j'ai des souvenirs. Il voyageait beaucoup, il travaillait beaucoup, mais j'ai des souvenirs très précis de lui s'occupant de nous, et même d'un point de vue du contact physique. Donc je pense que c'est faux. Donc on se construit une mythologie, un récit, en fait, on refait le récit. C'est vrai, les faux souvenirs. Là, exactement, du père qui n'aurait rien fait. Et c'est aussi intéressant parce qu'il y a maintenant, dans la génération de mes parents, une forme d'un mélange entre du tout fulcantisme, fulcampisme, ça c'est un P, c'est-à-dire, c'est plus comme avant, avant les hommes c'était simple et les femmes c'était simple. Même dans la répartition des rôles, et de fierté qu'on ait, nous les fils de ma mère, pu transgresser, traverser le fossé, et qu'on trouve ça tout à fait normal et d'ailleurs qu'on l'ait voulu en tant que père, s'occuper de nos enfants. Alors moi, à mon époque, reculé, parce que ma fille est née à 22 ans, le congé paternité, c'était 3 jours. Mais on prenait quand même des vacances et puis on était content de passer du temps, dès qu'on pouvait. Et donc j'ai déjà l'impression d'être très loin dans l'évolution. Parce qu'un congé paternité, maintenant, c'est 21 ou 28 jours, je ne sais même pas. 11 jours obligatoires et après, voilà. On peut aller jusqu'à 28. Très bien. Eh ben, moi, c'était 3. Et puis, il y en avait qui ne le prenaient pas avec fierté. Quand même, à mon époque, on disait non, mais moi, voilà, il y avait une petite fierté à dire au boulot, non, mais moi les 3 jours je n'en ai pas besoin, c'est pas moi qui vais m'en occuper. Enfin voilà, il y avait encore des reliquats, on va dire, du père absent dès le départ. Et donc pour revenir, je pense que c'est faux. Et 2, il y a ce mélange entre c'est plus comme avant, mais il y a quand même une fierté de nous avoir transmis les moyens d'évoluer, autrement, de combler le fossé, et de faire un partage d'attitudes, de postures et de tâches plus équilibré que la génération précédente. Qu'est-ce qui t'a permis de le faire ? J'imagine que ça n'arrive pas du jour au lendemain, tu n'as pas eu un déclic, mais avec un peu de recul, est-ce que c'est la compagne avec laquelle tu as fait ta vie ? Est-ce que c'est des conversations avec tes frères ? Avec des amis ? Je pense qu'il y a un mouvement social d'ensemble, et donc on prend l'exemple du congé paternité, c'est symbolique ou symptomatique d'une évolution. C'est-à-dire qu'à l'époque de mon père il y avait 0, 25 ans après il y a 3, et puis maintenant 11, et puis peut-être qu'un jour on arrivera comme dans les pays nordiques. Mais donc il y avait déjà un mouvement, et donc les femmes de la génération de ma femme de toute façon n'avaient pas forcément celle qui avait vécu un modèle similaire, avec un père qui ne fait pas grand-chose, avait pas de toute façon pas envie de ça. Donc, entre guillemets, ce n'aurait pas été possible de fonctionner de la même manière que mes parents avec ma femme. Elle ne l'aurait pas accepté, et on en avait, de toute façon, c'était naturel pour nous. Donc ça, c'est le premier point. Il y a un mouvement, on va dire, social. Après, il y a fondamentalement, et ça revient à ta première question sur la définition, je crois fondamentalement, pour paraphraser Simone de Beauvoir, qu'on ne naît pas père, encore moins qu'on est mère, du verbe naître, qu'on le devient, mais qu'on a plus ou moins d'appétence à cela. Moi, et je ne sais pas dire pourquoi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Je me suis pas dit ça à 15 ans, mais pour moi, la famille était un but en soi, avoir une famille. Et donc, le jour où ils sont arrivés, ou le jour où la première est arrivée, il y a cette sensation que tu avais un cœur capable d'aimer sous les 3 acceptions, Philia, Eros, et j'ai oublié la dernière, mais c'est pas grave, ça reviendra, et que soudainement il se dilate complètement, et il est capable avec la même, sans perdre de l'énergie, sans perdre d'amour pour les autres, d'accueillir cet être vivant qui vient d'arriver.
Et pareil au deuxième enfant, et pareil au troisième enfant, ce qui est incroyable. Bon, ça je pouvais pas le savoir avant, parce que c'est impossible, mais le jour où c'est arrivé, il était impossible pour moi de ne pas vivre ça physiquement. Et donc de ne pas avoir un rapport charnel, matériel avec l'enfant qui était là. Je l'ai senti de manière physique. Et dans l'éducation que tu as donnée, donc tu as 2 filles, 2 garçons ? 2 filles et un garçon. 2 filles et un garçon. Dans l'éducation que tu as donnée, filles, garçons, est-ce qu'il y a des différences que tu as pu conscientiser dans ta façon de les éduquer ? Oui. Marion, du premier épisode, Marion Genève, nous disait déjà qu'à travers certaines études, on sait que dès que l'enfant naît, sort du ventre de la maman, on se comporte différemment, on ne porte pas l'enfant de la même façon, on ne s'adresse pas à lui de la même façon, en fonction de est-ce que c'est un bébé fille ou un bébé garçon. Est-ce que toi, tu as un peu de recul là-dessus aujourd'hui ? Ils ont quel âge tes enfants aujourd'hui ? 23, 21, 18. Donc, petite vingtaine d'années de recul. Est-ce que aujourd'hui, tu sais dire s'il y a eu des différences venant de ta part, venant de la part de la maman ? Oui, c'est sûr qu'il y a eu des différences. C'est, je trouve, très difficile de lutter contre ça. Est-ce que c'était des différences en fonction de la personne, en fonction du genre ? Est-ce que tu ne sais pas dire ? Ah, c'est en fonction du genre, c'est certain. Et je trouve ça très difficile de lutter contre ça. Je trouve que a posteriori immédiate, après une remarque faite ou une discussion qu'on a sur les activités des enfants ou tout ce qu'on veut, c'est facile de s'en rendre compte et c'est pour autant difficile de lutter contre. Mais c'est évident que il y a des remarques, des activités qu'on a proposées, des différences de comportement dans les moments passés seul à seul avec les enfants, immédiates. Je ne sais pas ce qui est de l'ordre de l'héritage, ce qui est de l'ordre de la construction sociale, et ce qui est de l'ordre de la personnalité. Mais c'est évident, et même encore aujourd'hui. Moi, j'ai une grande passion qui est l'automobile. J'adore les voitures depuis. Je n'ai même pas de souvenir d'avoir. Avant. Je sais pas si. J'ai pas souvenir de l'apparition. Aussi loin que je m'en souvienne, j'adorais les voitures. Mon fils aujourd'hui fait rentrer dans une école d'ingénieur dont l'une des spécialités est l'automobile. Mm-hmm. Je persiste à dire à tout le monde que je n'y suis pour rien parce qu'en plus c'est récent et jusqu'à il y a 2-3 ans ça l'intéressait très moyennement. Or, et non, mais même un autre exemple, je regarde, dans ma passion automobile, il y a aussi la Formule 1, je regarde les Grands Prix depuis que ça passe à la télé. Hein, et jusqu'à il y a peu de temps, c'était plutôt ma deuxième fille qui la regardait avec moi. Et donc j'étais tout fier de ça, en me disant non, moi non, regardez, regardez, moi c'est plutôt ma deuxième qui aime les voitures et le garçon il s'en fiche. Mais le résultat c'est que c'est pas du tout ça qui se passe. Voilà, la deuxième elle fait des études de médecine, le troisième il est devenu passionné de voiture. Forcément il y a un atavisme, forcément il y a plein de choses qui se rapportent à la voiture dans la famille, enfin dans la maison pardon. Et l'autre jour ma femme m'a dit arrête de vivre l'école de ton fils par procuration. Parce qu'il fait une école d'ingénieur, ce dont je pense je n'étais pas capable. Donc forcément, il y a un truc, une espèce de mélange entre fierté, envie, pas envie a posteriori, parce que c'est un peu tard pour reprendre des études, mais je suis extrêmement fier de ce qu'il fait, content de pouvoir partager ça avec lui, enfin cette passion avec lui, mais évidemment, je projette des trucs sur les stages qu'il peut faire, les sociétés pour lesquelles il peut travailler, etc. Ce qui est complètement... D'où la remarque de ta femme, en fait. Exactement. De dire par procuration, parce qu'elle te sent surinvesti sur le sujet. Exactement. Oui, et elle dit, laisse-le faire ses choix. Dans cette école, on peut faire automobile ou aéronautique ou transport ferroviaire ou tout ce qu'on veut. Rien ne dit qu'il fera automobile. Mais c'est vrai qu'il y a plein de cinglés de voitures dans cette école, donc forcément, il est entouré de gens de mon espèce et de la sienne maintenant. Mais voilà, elle me dit, laisse-le faire ses choix, etc. Arrête de vouloir... Ouais, c'est assez amusant. Mais donc, pour revenir à ta question, oui, c'est certain qu'il y a des choses qui ont été projetées. On a beaucoup
on a beaucoup essayé de dégenrer certaines choses. Je prends l'exemple, par exemple, des livres, enfin, de tout ce qui est culturel. On n'a jamais dit à nos enfants, bah tiens, on va aller voir ce film, on va faire 2 groupes. Les filles et ma femme vont aller voir ça et j'en sais rien moi, un film sur la danse et nous on va aller voir un film de cascade ou de je ne sais pas quoi. Ça, on a toujours fait attention à ça, mais malgré tout, il y a plein de choses qui sont restées, c'est sûr. On va se faire une petite pause, Bertrand. Je te propose de piocher une carte parmi ce jeu en pensant à la question. La carte, peut-être, va t'aider à définir ce que c'est qu'un homme, ou ce que ce n'est pas d'ailleurs, ça dépend du message de la carte. Alors, je pioche une carte au hasard, devant moi. C'est amusant parce que la figurine a l'air de se poser des grandes questions et qui ont l'air de provoquer des doutes, voire un peu de perplexité, ou la perplexité qui l'ennuie, si on regarde bien l'expression. Oui, c'est vrai, il se gratte la tête. Il se gratte la tête. Et alors, stéréotype de genre, je spoil, je mets entre guillemets, un homme ne se pose pas de questions. Un homme, ça fonce. Ah oui, je le connaissais moins celui-là, tu vois. Bah, on dit, ça c'est une vraie stat, dont j'ai oublié le chiffre exact, mais il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui rentrent spontanément dans le cabinet des psys. Je dis spontanément, je ne sais pas si la stat est vraie du point de vue des patients, mais en tout cas spontanément, il y a des gens qui décident d'eux-mêmes d'aller parler, d'aller se poser des questions, d'aller creuser des choses. En spontané, il y a plus de femmes que d'hommes. Et donc, ce qui définit un homme, c'est peut-être, là, si cette figurine doit m'évoquer quelque chose, c'est quelqu'un qui est dans l'action ou qui pense qu'il devrait être dans l'action plutôt que dans la réflexion. Oui, on aurait pu aussi se dire, c'est un personnage qui décide là, peut-être, de se questionner, contrairement à tout stéréotype. Je vais te montrer 3 unes de magazines. Oui. Et tu vas me dire celle qui t'inspire le plus, celle sur laquelle tu as envie de réagir. Alors, j'en ai 3. J'ai Sciences humaines qui titre « Être un homme, aujourd'hui, l'identité masculine est-elle en crise ?» Elle Magazine qui nous dit « Belle à tout âge », nos témoignages. Et La Déferlante qui fait un dossier spécial sur naître, aux origines du genre. Être un homme aujourd'hui, l'identité masculine est-elle en crise ? Celle-là, elle résonne pour moi parce que depuis quelques années, on va dire depuis MeToo, je trouve ça difficile d'en parler en fait. Je trouve ça difficile même de prononcer le mot identité masculine sans que ce soit tout de suite un sujet polémique. Parce que même poser le mot identité masculine, ça renvoie à tout ce que le mouvement a mis à l'intérieur. C'est-à-dire identité masculine égale patriarcat, domination, agression, abus, posture de pouvoir et tout ce qu'on veut. Et donc on a l'impression qu'on ne peut plus poser même le mot, et donc on n'a plus le droit de dire qu'il y en a une, identité masculine. Toi, tu le ressens comme ça en tout cas. Oui, moi je le ressens comme ça, et je trouve que ça déboussole un peu, au sens primaire du terme, ça nous fait perdre la boussole. Et même si la boussole avait sans doute une variation, voilà, le nord, il est quand même, il t'indiquait, mais on voit l'aiguille, elle reste rarement juste sur son trait. Elle varie, avant qu'elle s'arrête, elle varie beaucoup. Il y avait quand même pour revenir sur les rôles de tout à l'heure, je trouvais qu'il y avait des rôles qui étaient assez faciles à définir et assez facile. Il était assez facile de se fixer des ambitions ou des bonheurs dans chacun des rôles. Mais si on peut plus parler d'identité masculine, puisque aujourd'hui ça charrie trop de notions négatives construites
et de réalité, de faits réels, de tout ce que cette identité s'est auto-permise de faire, ça fait perdre la boussole. Et moi, ce que je trouve le plus difficile, c'est de ne pas pouvoir en parler. Et il se trouve que mes 2 filles sont assez engagées dans le féminisme. Donc on a des discussions qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Mais bon, voilà, elles ont un frère, elles ont un père. Enfin, tout le monde a un père, mais bon, voilà, elles l'ont toujours eu. Du coup, c'est assez posé, en fait. Elles nous font évoluer, parfois on n'est pas d'accord avec certains de leurs postulats ou de leurs combats, mais j'ai d'autres aussi, j'ai eu d'autres conversations avec d'autres personnes, d'autres jeunes femmes, qui mettent l'homme à côté du débat en disant c'est ce qu'on entendait dans ta conversation avec Marion sur ce garçon qui se sentait à qui on disait qu'il n'était pas légitime pour parler de tel ou tel sujet au sujet des femmes puisqu'il est un homme. Oui. Et ce moment que l'on vit là, j'imagine que ça va s'apaiser parce qu'on peut espérer que cette libération de la parole et des procédures qui peuvent en découler va mécaniquement faire baisser le nombre de choses réelles qui se passent, au moins sur une génération. Peut-être qu'après ça va apaiser le débat et qu'on aura le droit de parler des femmes quand on est un homme et inversement. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on en est un peu empêché. Ok. Donc à ma question, de quoi te sens-tu empêché, qui était parmi mes questions, aujourd'hui tu répondrais de parler de l'identité masculine. Un peu. Sans se sentir... sans subir la connotation. Oui. Il y a des exemples de ça quand même. C'est difficile aujourd'hui de dire, quand on est dans un dîner avec, je sais pas, on va dire 4 ou 5 couples, tiens, viens, on va discuter de ça entre mecs. Ah oui, cette phrase, tu as du mal à la prononcer. Ou quand tu la prononces, tu te dis, ça peut être mal interprété. Exactement. On va toujours le faire, parce que j'ai 52 ans et puis t'as envie, et voilà. Et on va le faire, mais il pourra y avoir une réaction. Ah bon, mais qu'est-ce que vous allez discuter entre mecs qu'on ne pourrait pas discuter avec tout le monde ? Tous ensemble. Vous allez encore faire des blagues à 2 balles. Vous allez parler je sais pas moi, des femmes que vous avez rencontrées aujourd'hui au boulot, etc., etc. Et oui, donc, il y a quand même des insinuations, il y a des interprétations là. Bah oui, et donc je dis pas qu'il faut. Enfin, mon propos, ce n'est pas de dire que tout ce que les mecs faisaient quand ils sont entre eux était louable, mais il y a énormément de situations ou d'expressions aujourd'hui qu'on a du mal à continuer à utiliser parce que, en fait, tout se résume à des stéréotypes de genre. Or, moi, là où je me sens empêché aujourd'hui, c'est de continuer à penser que tout n'est pas construction sociale. Donc le reste, ce serait inné. Je n'ai absolument pas le bagage ni scientifique ni sociologique pour le dire. Mais en fait, c'est même pas forcément des choses qui sont innées au sens elles sont masculines ou féminines. Mais si une femme ou un homme a une qualité qu'on a historiquement reconnue comme masculine et féminine, maintenant, elle est taxée de construction sociale. Je comprends. Exemple. Quand on part en voyage, ma femme n'oublie jamais rien. Jamais. Les bagages sont hyper bien organisés. Évidemment, chacun prend ses affaires. Elle ne va pas non plus faire les bagages de toute la famille. Mais on a fait des grands voyages avec les enfants dans des pays lointains, sur des longues périodes, où il fallait vraiment pas oublier des choses. Ni quand on partait, ni à chacune des étapes du voyage. Et c'est toute la partie produits communs. Exactement. Pour tout le monde. Voilà. Et ça, c'est une qualité d'être hyper organisé. Mais
il se trouve que ça va dans la catégorie, c'est les femmes qui font les bagages et qui s'occupent de la maison. Et donc, on est presque empêché de dire ça aujourd'hui. J'ai presque dire, parmi les innombrables qualités de ma femme, il y a celle-là. Ça y est, je suis taxé de macho, entre guillemets. Puisque, oui, ça rentre dans la catégorie de, je sais pas, on va dire femme d'intérieur. Ce qu'elle n'est pas, parce qu'elle a toujours travaillé et que voilà, mais peu importe. Alors qu'en plus, c'est une famille de motivation, je tiens quand même à le dire, qui est reconnue dans les travaux de Jacques Fradin. Il y a des tempéraments qui sont dans l'organisation. Et c'est pas genré, les travaux de Jacques Fradin. Non, j'imagine, mais de manière parfaitement empirique. Tout à fait. On se dit que... Voilà, on se dit que ça, et il se trouve que même professionnellement, moi, on recrute, quand on essaie de bien recruter, on recrute des gens qui vont compléter ses propres faiblesses. Donc moi, je suis complètement nul en organisation, même dans ma discipline, on va dire, de tâches quotidiennes, j'ai toujours recruté des personnes qui étaient hyper fortes là-dedans. Et il se trouve que, et c'est parfaitement empirique, les personnes avec qui je m'entends le mieux sur cet aspect dans un binôme professionnel ont toujours été des femmes. J'ai toujours beaucoup plus trouvé cette qualité chez les femmes que chez les hommes. Bon. Dans ton expérience à toi. Oui. Pour autant, j'ai un autre stéréotype. C'est souvent les hommes qui rangent le coffre. Oui, franchement, j'ai jamais vu une femme, oui. Alors sauf quand elle est seule, bien entendu, mais s'il y a un homme et une femme, tu vois plutôt, comme tu vois toujours les hommes au barbecue, préparer le barbecue, exact. Tu vois souvent les hommes ranger le coffre. Est-ce que c'est toi qui ranges le coffre dans le couple ? Oui. Donc tu es organisé. Oui, mais c'est... Il y a une partie de toi qui... Alors pas forcément, parce que je ne pense pas que je le fais mieux que ce que pourrait faire ma femme, mais là, ce qui se joue, c'est le territoire. Donc, le territoire de l'automobile, exactement. La fameuse. Voilà. Et donc, dans un rayon de 1 mètre autour de la voiture, je pense que c'est de manière innée, toute la famille s'est dit, bon, je m'approche pas. c'est mon père ou mon mari qui va s'en occuper, mais il y a eu une espèce de... Ouais, ok, le champ de la voiture. Quoi. Mais sur l'aspect organisation, il y a quand même quelque chose, et là, effectivement, il y a la poule et l'œuf, mais... tous les professeurs des écoles en France te diront que les filles sont plus soigneuses que les garçons. Oui, au niveau de la qualité de l'écriture, tenue des cahiers, de l'organisation du cartable, de l'organisation de la structuration. Alors, le système d'éducation, tu pourrais dire l'inverse, tu pourrais dire le système d'éducation français. C'est Cédric Aberkan qui décrit ça dans son livre « Libérez votre cerveau ». Le système d'éducation français qui est un système de comment dire, pas de la nourriture, de gavage, voilà, de gavage de connaissances à outrance. Aujourd'hui, il convient mieux aux filles qu'aux garçons. C'est un fait. Aujourd'hui, voilà, sur une population de tous les élèves, voilà, dans les élèves à qui on demande de faire ce qu'on demande de faire dans l'éducation nationale, dans les classes de primaire, toutes les évaluations nationales le disent, c'est un fait. Quelle est la part de construction sociale de ça ? Est-ce que c'est que de la construction sociale ? Est-ce qu'on a dit aux filles de leur plus jeune âge, dès l'âge de 1 an, range ta chambre, 1 an, tu ne ranges pas ta chambre. Mais bon, bref, je sais pas à quel âge on le fait. Mais... Non, ou même, tu sais, je regardais encore hier dans un square, observer les garçons et les filles autour des jeux. Et c'était intéressant. Bon, il s'avère que c'est juste une fois, mais comme par hasard, je vois une petite fille qui descend du toboggan, et le petit garçon, en revanche, lui, il essaye de rentrer dans le grand jeu, mais par un autre chemin qui est pas du tout indiqué. Enfin, tu vois, d'escalader un peu la petite cabane. D'explorer, voilà. D'aller confronter la règle plutôt que... Voilà. Alors, est-ce que effectivement, on sait pas dire, est-ce que, en tant que parent, tu dis toujours à ta fille, ah non, des petites, non, n'essaye pas ça, tu vas tomber, alors que tu l'aurais pas dit à un garçon. C'est indémêlable. Ouais, c'est indémêlable. Et ce que je trouve difficile aujourd'hui, c'est on a l'impression qu'on ne peut plus parler de ça. Et que dès qu'on dit, ça c'est quand même... Alors évidemment, il y a des manières de le dire. Dire, ça c'est un truc de fille, évidemment que c'est plus tellement acceptable. Mais même dire, j'ai l'impression que c'est quand même plus facile pour les femmes que pour les hommes de faire ci ou ça, ou que c'est plus naturel, ou que c'est plus je ne sais trop quoi. C'est difficile d'avoir une conversation calme et posée en commençant une phrase comme ça. Ouais. Et je trouve ça dommage. Et je me dis juste que c'est une question de temps. Voilà, on va revenir à des... Oui, on peut se dire ça, parce qu'effectivement, là, on prend peut-être... on en parlait avec une amie juste avant.
le côté inverse, tu sais, l'oscillation en fait. On était trop dans le modèle très fixé. Oui. Donc de l'autre côté, on défixe complètement et on va retrouver peut-être un équilibre. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi tu trouves ça dommage de ne plus pouvoir dire un trait de personnalité par genre ? Qu'est-ce que ça te procure comme ressenti ? Je pense que c'est avant tout l'idée de ne pas pouvoir le reconnaître positivement. Oui, c'est ça, c'est qu'on le reconnaît plus positivement. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Oui. Et donc, ouais. dire qu'on ne veut plus dire les femmes sont plus comme ci ou comme ça, ou les hommes sont plus comme ci ou comme ça, bon, c'est pas tellement gênant, sauf si on ne peut plus complimenter. Et donc, si on se retrouve, c'est d'une autre manière, c'est aussi le débat sur la représentation des femmes dans le monde. On va prendre l'exemple, par exemple, du monde publicitaire. Bon. On a déjà pas mal évolué. L'autre jour, j'ai fait une petite pige comme ça des années 70 à aujourd'hui, des pubs automobiles. C'est édifiant, c'est absolument édifiant. Donc, je racontais ça à une équipe de consultants dans mes équipes. Des années 60 à aujourd'hui, c'est édifiant. En gros, on est passé de quoi à quoi ? On est passé de... les femmes sont là pour... dans les années, on va dire, 40-50, sont inexistantes. Ah oui, dans une pub sur une voiture, voilà. Tu vois même pas de femme. Non, parce que ça sert à rien. De toute façon, c'est pas elle qui choisit, c'est pas elle qui la conduit, elle y connaît rien, donc ça sert à rien. Okay. Ensuite, dans les années 60, c'est la femme est contente quand son mari choisit une voiture qui est bien pour elle. Donc là, elle l'accueille, elle valorise. Elle valorise, mais elle valorise le mari, le choix, et elle a quand même le droit, elle, à certaines portions du choix. Donc, elle l'aime bien parce que c'est grand, confortable et c'est joli. D'accord. Donc, la couleur, on va dire, la couleur et l'espace. Ça va jusqu'aux années 60-70. Dans les années 70-80, on vient à l'automobile symbole, donc vitesse, pouvoir, argent, tout ce que tu veux. Et là, donc, la femme est le faire-valoir de l'homme qui lui-même, grâce à ces super voitures, montre qu'il est viril, qu'il va vite, qu'il a de l'argent et tout ce qu'on veut. Dans les années 90, on est revenu plutôt à... là, on a commencé avec les voitures à vivre Renault, on a commencé à montrer non pas qui avait choisi et pour qui c'était, mais pour l'ensemble de la famille, etc. Et puis maintenant, on est complètement sorti de tout ça et on parle de toute autre chose qui n'a rien à voir, de taille d'écran, de tout dont tout le monde se fiche. Donc, il n'y a plus de sujet, on va dire, de représentation de la femme. Mais dans la publicité en général, on est sorti, j'ai l'impression quand même pas mal. On voit plus tellement on en voit encore un peu, mais on voit plus tellement de pubs où on va voir une femme complètement dénudée qui va vendre un produit qui n'a absolument rien à voir avec le sujet, juste parce que c'est joli et voilà. Dans certaines industries encore, tu vois, Noémie Delattre, elle en parlait, dans le luxe, dans les cosmétiques. Bon. Ça arrive encore de voir la femme sous un aspect mais dans ultra les romantisé, ultra glamour. Oui, non, c'est vrai. Non, mais moi, je fais une différence entre le sujet de la retouche et de la représentation de la beauté telle qu'elle doit être et très stéréotypée pour le coup, et l'utilisation d'une femme objet pour vendre autre chose. C'est-à-dire quand tu vends des cosmétiques, c'est difficile de montrer un paysage. Il faut bien montrer un visage de femme qui n'a pas de rides, alors qu'on te fait croire qu'elle a 50 ans alors qu'elle en a 23 ans. Tout à fait. Elle en a 23. Mais donc, si on tire le fil de ça, un corps de femme, c'est beau, et un corps d'homme, si tu le trouves beau quand t'es un homme, c'est qu'en fait, t'as un problème. Oui. Donc ça, c'est ce que j'ai reçu comme éducation. Ou si t'en as pas encore un, mais tu vas bientôt en avoir un. Moi, j'ai même entendu, on m'a dit, quand j'étais ado et très complexé, on m'a dit, mais tu sais, c'est pas grave, en fait, pour un homme, c'est moins important d'être beau que pour une femme. D'accord. C'est pas grave en fait. Si t'es petit et moche, c'est pas très grave. Tu trouveras bien quelqu'un, quoi. Essaie d'être intelligent, d'avoir un peu d'argent. Je caricature, on m'a pas dit ça. Mais si on avait tiré le fil, je pense que ça aurait été ça. Le sous-texte. Le sous-texte, exactement. Le sous-texte, c'était, débrouille-toi pour avoir autre chose et puis tu verras, tu finiras bien par trouver une femme. Mais on m'a vraiment dit, pour le coup, le début de la phrase est vrai. On m'a vraiment dit, pour une femme, c'est plus important, le physique est plus important que pour un homme. Bon. Et plus important pour quoi ?
Ah bah pour la vie future, pour la vie amoureuse. À l'occurrence, à ce moment-là, c'était pour la vie amoureuse. Pour la vie amoureuse. Voilà, j'étais petit, moche, boutonneux, donc j'avais pas de copine. Et donc, on m'a expliqué que c'était pas grave, un jour j'en aurais une. Même si je restais comme ça. C'était pour te consoler. Voilà, exactement. C'était pour te consoler. Bien sûr, c'était pour me consoler. Ça partait d'un bon sentiment. Exactement, ça partait d'un bon sentiment. Mais voilà, on m'a expliqué que c'est pas grave. Même si je restais comme ça, je finirais bien par trouver quelqu'un. Il me fallait juste d'autres atouts, quoi. Et donc pour revenir la représentation du corps de la femme, là pour le coup, pour revenir à ta question de quoi je suis empêché, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est difficile de trouver une femme belle dans la rue. Ah oui, même de le penser ou de le lui dire ou de le dire à ta femme. Ah ouais, ça fait 3 questions. Le penser, bah ça, à la limite, chacun peut continuer à le faire. De lui dire, de ma vie, je pense que j'aurais jamais osé dire ça à une femme. De toute façon, donc je saurais pas te dire, mais oui, je pense que aujourd'hui, c'est quelque chose que beaucoup d'hommes s'empêcheraient de faire. Plus qu'avant, peut-être. Beaucoup plus qu'avant. Beaucoup plus qu'avant. Et là, c'est ce que tu disais, c'est une question d'oscillation. C'est-à-dire que s'il faut en passer par là pour que tous les abrutis qui sifflent les femmes dans la rue et leur parlent n'importe comment pour leur dire qu'elles les trouvent belles, en général, c'est pas exactement les mots qu'ils emploient. Non. Bah, tant mieux, passons-en par là. Enfin, bien sûr. Mais ça rend la période difficile et ça rend la portion d'hommes qui voudraient avoir le droit de pouvoir continuer à admirer des femmes pour leur physique. Même s'ils ont... Enfin, l'inverse est vrai aussi, d'ailleurs. Sauf que, historiquement, ça s'est plutôt fait dans ce sens-là que dans l'autre. Enfin, je ne crois pas qu'on ait beaucoup d'hommes qui portent plainte parce que des femmes les ont sifflés dans les rues ou leur ont parlé n'importe comment parce qu'elles les trouvaient beaux. Donc, ça s'est plutôt passé dans ce sens-là. Donc, si on doit passer par là, bah, passons-en par là. Mais je trouve que ça rend la parole difficile. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est une question de temps. Au sein de ton couple, est-ce qu'il y a eu des périodes, des moments où vous avez dû justement rééquilibrer, ajuster par rapport à des sujets hommes-femmes ? On n'a pas forcément dû le faire, on a eu à le faire. On a eu à le faire par la force des choses, parce que il y a 3 ans et demi, j'ai subi une opération chirurgicale cardiaque très lourde, accidentelle. Enfin, accidentelle, c'était pas quelque chose qui était prévu depuis mon enfance, et voilà. Et bah voilà, c'est un épisode qui change complètement le rapport au corps, puisqu'il... Bah, de fait, voilà, c'est une opération lourde qu'on appelle à cœur ouvert. Donc déjà, on se retrouve avec 30 cm de cicatrices qui resteront visibles tout le temps. Et on se retrouve en situation de faiblesse absolue, d'abandon absolu. Où 10 jours après l'opération, on peut faire 7 ou 8 pas dans un couloir. C'est à peu près le max de ce qu'on peut faire. Et donc, ça change forcément l'équilibre, parce qu'on se retrouve en abandon, évidemment plus rien faire à la maison pendant des semaines ou des mois. Et donc, il y a forcément un rapport c'est pas forcément qui s'inverse, parce qu'avant, il y avait pas, c'est pas moi qui m'occupais de tout non plus. Mais ça change forcément les choses. Donc on n'a pas décidé de le faire. Il se trouve que la vie nous a fait passer par là. Et en revanche, on en a beaucoup discuté après, parce que ça, soudainement, on se rend compte de la construction. Pendant 20 ans, 22 ans, ce sentiment que plein de choses reposent sur moi, que beaucoup de choses reposent sur moi. Il y a des tas de choses que je me suis construite tout seul. Oui, que tu penses que ça repose sur toi, mais que c'était pas complètement vrai, c'était pas la réalité. Non seulement c'était pas la réalité, c'était pas la volonté forcément de ma femme. Elle m'avait jamais dit je veux que ça ce soit toi, etc. Mais voilà, ça se fait comme ça. Et puis tu te crées un imaginaire de voilà ce pourquoi les gens comptent sur moi. Et puis en fait, tu te rends compte que quand t'es plus là, faut que ça se passe quand même. Et ça se passe. Et ça se passe très bien. Et bon, ça a resté une épreuve pas forcément fun. Hein. Je ne mettrai pas une note très positive sur TripAdvisor sur l'expérience chirurgie cardiaque de cet acabit. Mais bref, ça s'est passé comme ça.
ça a changé les équilibres. Même ceux qui n'ont pas changé, ça nous a fait prendre conscience qu'ils étaient là, ils s'étaient forgés au fil du temps comme ça. Et ça nous va, et on laisse comme ça. On revient donc à la situation précédente pour certaines choses. Mais au moins, c'est comme si, en fait, on avait enlevé toute la peinture de la maison et qu'on avait mis à nu la structure, maison construite au fil des années, et qu'on on voyait maintenant la structure de la maison, comment elle avait été construite. Et il y a des choses, on se dit, tiens, changeons, on va changer cette pièce, voilà. Et d'autres, on se dit, tiens, c'est construit comme ça. Maintenant, au moins, on voit comment ça s'est construit, ça nous va, et on continue comme ça. Dans les pièces que vous avez changées, est-ce qu'il y en a une que tu peux partager ? C'est pas forcément une pièce qu'on a changée, mais c'est un niveau de dialogue bien plus riche qu'avant. Alors, j'ouvre une autre parenthèse stéréotype autour des... Enfin, c'est pas un stéréotype homme-femme, hein. C'est un stéréotype communicationnel. Hérisson hippopotame, t'as déjà entendu ça ? Non. En gros, alors c'est ultra résumé, hein. Il n'y aurait que 2 types de personnes en termes de communication. Les hérissons, c'est pas beaucoup. Communication interpersonnelle, notamment de couple. Okay. Les hippopotames, quand ils sont pas contents, ils foncent dans le tas et ils expriment très vite et tout de suite ce qu'ils ont à dire. Et donc, ça sort. Et les hérissons qui se renferment et qui sortent les pics en restant et en ruminant par eux-mêmes jusqu'à ce que qu'ils puissent. En même temps, ça me parle. Alors, donc ça parle à tout le monde, ça marche plutôt bien, et donc c'est très facile quand la prochaine fois que tu passes une soirée avec un couple que tu connais bien. Et c'est de déterminer qui est le hérisson, qui est hippopotame. Et donc, les deux couples d'hippopotames, souvent s'engueulent, ça se voit, ça s'entend. Oui, tu peux avoir 2 hippopotames. Voilà, 2 couples de hérissons, quand ils se font la gueule, quand ils s'engueulent, en fait, c'est en silence. Ouais. Etc. Donc, c'est assez facile, en fait. C'est vraiment binaire, mais c'est vrai assez binaire, c'est assez basique, mais ça marche pas mal. Nous, on est 2 hérissons. OK. Et donc, ça a beaucoup changé. Dans la reconstruction après, on s'est rendu compte, on le savait déjà qu'on était des hérissons, mais on s'est rendu compte de la richesse de la confrontation, de la confrontation la plus apaisée possible. Mais voilà, et on s'est dit, si on peut, on a eu beaucoup à échanger avant et après ce passage et cette opération. Donc une des choses qui a changé, c'est, je pense, pour moi, une capacité à exprimer des faiblesses. Ne serait-ce que passagère, qui a été décuplée. Parce que quand tu n'as même pas à les exprimer, qu'elle est là, physique, devant toi, que tu es en situation de faiblesse absolue, ça devient plus facile après de se mettre à nu. Oui, parce que tu as été Exactement. Au maximum. Exactement. Et donc ça a changé. Ouais. Ok. En bien. Et de l'autre côté ? Du côté de ta femme, son côté hérisson ? Parce que tu vois, là, il y a une question quand même que je me pose, il va falloir que tu m'y répondes. Comment, du coup, un couple de hérissons fait pour, malgré tout, avancer et construire ? Il le sait et il finit par parler. Ça prend du temps. Le hérisson, il finit quand même par rentrer ses pics et par avancer. Hein. Il reste pas. L'hippopotame, il s'arrête de courir parfois. Donc, malgré tout, c'est pas une course effrénée quand t'es hippopotame et les pics sortis pendant ad vitam aeternam quand t'es hérisson. Oui, parce que sinon, ça fait l'effet cocotte minute du hérisson. Oui, exactement. Non, il finit. Voilà, donc, tu finis par parler. Je dirais que c'est le miroir, en fait, du côté de ma femme. C'est qu'elle s'est dit, il y a des tas de choses sur lesquelles je me reposais sur mon mari. Et là, j'ai dû gérer pendant. J'ai été absent complètement de la maison pendant 6 semaines. Et ensuite, les 6 semaines suivantes, j'étais à la maison, mais en tout cas au début, pas pouvoir faire grand-chose. Et donc en fait, je pense qu'elle s'est rendue compte d'énormément de choses sur lesquelles, par construction, elle s'était dit, ça, je m'en occupe pas, ou ça, je ne saurais pas faire. Et en fait, si. Donc ça a évidemment changé les équilibres. De quoi tu prends soin dans la relation homme-femme ou dans ta relation à ton masculin, ton féminin ? Je prends d'abord soin, et ça vient notamment de mes filles, je prends d'abord soin des combats.
de la manière dont il s'exprime et de ne pas blesser, de ne pas de leur combat à elles, oui. qu'elles mènent elles-mêmes dans leur vie. En fait, je trouve que ça a une vertu d'être très souvent conscient que ce n'est que le début, qu'on est très très loin d'avoir enfin, on sera la génération qui a vu émerger, mais juste émerger. Tu penses qu'on verra pas le nouveau modèle ? Entre guillemets modèle, j'aime pas ce mot d'ailleurs. Mais les nouvelles façons. Si, je pense qu'on verra des choses, les choses les plus visibles, autour des nouvelles manières d'être en couple, autour encore d'autres partages de tâches, autour des choix aussi. Moi, je suis encore une génération où j'ai quand même, dans nos amis, dans nos couples, il y a beaucoup de choix de couple qui ont été faits à l'aune de la carrière de l'homme. Et qui sont pas. Et aujourd'hui, quand on interroge les femmes en question, j'en connais plein qui n'ont pas de regrets par rapport à ça. Ils disent pas, non, moi j'aurais voulu faire ci ou ça, on m'en a empêché, ou tout ce qu'on veut. Mais voilà, je pense que ça, on en verra l'évolution. On verra des choix plus équilibrés, on verra. Puis de toute façon, la relation au travail est en train de tellement changer que ça va changer aussi. Non, je dis que ce dont il faut prendre soin, c'est ce qui s'exprime parfois. Et parfois de manière véhémente dans, on va dire, les jeunes filles qui ont, ou les filles ou les femmes, j'aurais raté de dire jeunes filles pour mes filles, qui ont 20 ou 25 ans. Je pense qu'il y a plein de choses qu'elles expriment qui ne sont pas de l'ordre de la revendication, mais qui sont de l'ordre de la sensation, et donc du sentiment, et donc de l'émotion, et donc de quelque chose qu'elles ressentent profondément. Et donc, c'est marrant parce que le mot ressentiment est un mot négatif. Et donc, pour ça, je mets sentiment. C'est-à-dire que l'autre jour, ma fille réagissait à une blague un peu nulle, un peu sexiste, faite par quelqu'un autour d'elle. Et il y a encore 2-3 ans, j'aurais dit, bon, ça va, tu vas pas nous saouler, c'est juste une blague, quoi. Oui. Mais la manière dont elle a réagi, en fait, j'ai senti que c'était profond. Enfin, elle s'est sentie... En fait, elle s'est sentie doublement blessée. Blessée parce que c'était un peu nul comme blague. Tu peux nous la partager ou pas ? Je n'en souviens plus. Ah. Je crois que c'était un truc autour de les femmes qui conduisent. Okay. Un truc à 2 balles. Je crois que c'était ça. Donc, faut pas, faites attention, faut pas y aller parce qu'il y a plein de femmes qui conduisent à cette heure-là dans le village, donc faites attention. En plus, elle conduit depuis longtemps. Moi, j'ai toujours voulu que mes enfants aient le permis le plus vite possible. Elle conduit très bien, et voilà. Et donc, il y avait chez elle, c'était plutôt presque une blessure double. C'est-à-dire, c'est nul de dire ça parce que c'est faux. Et 2, c'est nul que vous soyez encore dans cet environnement-là, vous, mes parents. Et en gros, vous êtes perdus pour la science. Ah oui, parce que c'était des personnes que vous connaissiez autour de vous. Ouais, exactement. Et voilà, je pense qu'il y a 2-3 ans, je leur ai dit, bon, c'est bon, pas nous saouler, c'est juste une blague. Et là, j'ai rien dit. J'ai dit, t'as raison, c'est... Et je le pense en plus. Mais voilà, c'est ça... Donc tu prends soin, je comprends, en fait tu prends soin, t'analyses bien la réaction du coup de ta fille, tu prends soin de ses réactions. Du ressort profond. Et t'es moins dans ce réflexe qu'on a toutes et tous eu, je pense, de dire ça va, c'est bon, c'est une blague. Voilà. Mais c'est la mécanique du dialogue et du pardon fonctionne exactement comme ça, c'est-à-dire tu t'intéresses à ce que la personne ressent en t'interdisant de minimiser ce que la personne a à dire. La personne doit dire, voilà ce que j'ai ressenti quand telle personne a fait telle blague ou quand tu m'as dit telle chose. Et si la personne en face veut vraiment se faire pardonner ces choses-là, il faut qu'à aucun moment elle minimise le ressenti. Parce que ce qui compte, c'est le ressenti. C'est pas ce qu'elle aurait dû ressentir. Si on va dans l'univers de la chanson, tiens, t'es plutôt allumer le feu ou les mots bleus ? Plutôt les mots bleus. Pourquoi ? Mon chanteur préféré, depuis l'adolescence, même pas, j'avais 11 ans quand je l'ai écouté la première fois, c'est Francis Cabrel. Ça fait marrer tout le monde autour de moi. J'ai toujours adoré ce chanteur. Je connais... Voilà, bref, je ne veux pas m'apesantir sur...
ça veut pas dire que... Parce que dans ton choix, il y avait musicalement des choses qui ne me vont pas ni l'une ni l'autre. Donc je me suis référé plutôt aux paroles qu'au musical. Qu'à l'auteur. Parce que je suis pas fan de Christophe, en tout cas musicalement. Mais oui, moi j'ai toujours été... Oui, tu le disais tout à l'heure, la poésie. Oui, voilà. Moi j'étais très fleur bleue, comme on dit. D'ailleurs, c'est marrant cette expression. Oui, c'est vrai. Être fleur bleue, pour une fille, ça peut vouloir dire voilà, un peu émotif, mais c'est sympa et c'est mignon. Pour un garçon, ça va pas trop, quoi. Même fleur bleue pour une fille, je suis pas sûre que ça soit vu comme positif, tu vois. C'est comme cœur d'artichaut, ouais, tu vois. C'est pas terrible, quoi. Maintenant, non. Dans les années 80, fleur bleue, c'était les pubs Cacharel, quoi. Ah oui, donc ça passait mieux. Ça passait à peu près. C'était élégant. Voilà. Bon, on a tous lu des contes qui se terminaient par la fameuse phrase « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ». Qu'est-ce que tu penses de cette phrase et si tu as envie de la réécrire, tu la réécrirais comment pour les contes et les enfants d'aujourd'hui ? Je dirais, c'est une phrase un peu trop compliquée pour un conte d'enfant, mais c'est pas grave, je vais la dire avec des mots d'adulte. On traduira après. Ils se choisirent et construisirent un bonheur à deux. Point. Voilà. Si les enfants doivent en faire partie, ils en font partie. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais souhaité que je te pose ou des éléments que tu souhaites ajouter à tout notre échange ? Moi, j'espère que on ne va pas rentrer dans les débats autorisés au seul genre. Je pense que ce qui fait aujourd'hui les opinions de mes enfants est évidemment lié à ce qu'ils ont vécu autour d'eux. Moi, j'ai un fils qui est très respectueux en tout cas de ce que je vois. Je ne le vois pas au quotidien dans son école, mais je pense qu'il est très respectueux des femmes. Et il a 2 grandes sœurs, donc il n'a pas trop eu le choix. Mais j'aime à penser que ça vient d'un environnement familial où ça a été plutôt la norme. Et que voilà, ils s'entendent très très bien les trois enfants et c'est parce que on est toujours resté dans cette diversité et ce dialogue que ça existe. Si on fait comme il y en a aussi, si on fait des réunions uniquement de femmes pour parler des femmes, des réunions uniquement de noirs pour parler de ce que vivent les noirs, des réunions, etc., je trouve ça extrêmement dangereux. Oui, parce qu'on n'est plus dans l'altérité, en fait. On n'est plus dans le dialogue, on n'est plus dans l'altérité, on n'est plus dans la construction d'un modèle, pas au sens modèle à répliquer, dans le sens modèle, ne serait-ce que à partir duquel on se positionnait. Oui, et puis la recherche de commun ou de singularité, mais une quête ensemble. Ça, je te rejoins beaucoup là-dessus. Même si ça ne veut pas dire que ce n'est pas aussi important et essentiel, mais que cette autre partie qui est peut-être un peu moins développée aujourd'hui, ce que tu disais tout à l'heure sur ces hommes qui parlent aussi des femmes et qui parfois sont potentiellement rejetés, je te rejoins là-dessus. Est-ce que, si on inversait les rôles là, pour terminer, t'as une question à me poser ? Oui. Le podcast s'appelle Sur l'oreiller. Oui. Et j'ai l'impression qu'on va parler de beaucoup de choses qui se discutent, mais pas forcément sur l'oreiller. Et donc pourquoi ça s'appelle Sur l'oreiller ? Alors en fait, ça s'appelle Sur l'oreiller parce que... Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Sur l'oreiller est aussi stéréotypé. Exactement. Puisqu'effectivement, quand j'ai testé le nom, j'ai tout de suite eu des remarques sur « Ah oui, donc en fait, on va parler sexualité, on sera à l'horizontale, etc. » Sauf que pour moi, l'oreiller, c'est un symbole beaucoup plus universel. Déjà, l'oreiller, c'est un compagnon de vie. Alors, sauf les 6 premiers mois, parce qu'on ne conseille pas forcément que ton bébé soit sur un oreiller, mais sinon, c'est un élément qui t'accompagne du début à la fin. L'oreiller, c'est un des rares endroits où tu peux te parler en étant dos à dos. J'aime bien l'image. C'est vrai. L'oreiller, tu peux aussi t'amuser avec l'oreiller. Les batailles de pelochon, quand on était petit. L'oreiller, tu peux taper dans un oreiller si tu es en colère.
Et l'oreiller, tu peux aussi te consoler sur un oreiller. Et peut-être qu'il y a eu une volonté de ma part de remettre l'oreiller à sa place, puisqu'effectivement, j'ai pris un objet très stéréotypé. Et je trouve que cet élément correspond en tous les cas à cette ambiance que je veux partager, si on prend le sens de l'oreiller dans un sens plus universel. Il est multiple. Que je viens d'exposer. Très bien, merci. Avant de nous quitter, Bertrand, la synchronicité a dû m'envoyer un message juste avant que j'arrive. Je ne savais pas que tu avais fait des grands voyages. Alors, c'est un voyage immobile que je vais te proposer, mais je t'ai apporté un petit cadeau qui évoque une destination. Je te laisse la découvrir. Je vais poser le micro pour l'ouvrir. Ouais. Alors, on peut faire... Attends, ce que fait Fabrice, c'est... Attends, je mets le micro tout près, et comme ça fait un ouvrage, une ouverture de cadeau podcast. Tu vois ? Ouais, il y a même un terme là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est ? Oh, du chocolat. Alors, du chocolat très noir de Madagascar. Voilà. Je te propose un petit voyage immobile à Madagascar. Alors, tu ne pouvais pas mieux tomber parce que c'est à la question si vous deviez manger plus qu'une seule chose, qu'est-ce que je ne peux pas vous enlever ? Ma réponse est le chocolat. Bah écoute, c'est une passion partagée. Merci beaucoup. Merci Bertrand. À bientôt. À bientôt.